Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Bonjour, Roland, votre compagnie. Eh bien, je ne suis pas seul dans le studio, bien évidemment, puisque à la technique, nous avons Yves. Pour participer à cet entretien, nous avons Jean-Luc et notre invité qui devient pratiquement permanent, Patrick Neyman, qui nous permet d'être un petit peu moins ignorants sur les sciences diverses. Patrick Neyman, quel est le sujet du jour ? Alors aujourd'hui, on va parler d'une brève histoire de l'humanité. Donc, vaste programme. C'est un vaste programme que j'ai découvert. J'ai découvert ça à l'issue de la lecture d'un livre de Yuval Noah Harari. C'est un Israélien, c'est un historien du Moyen-Âge, qui a écrit Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Alors j'ai lu ce livre-là et j'étais vraiment très intéressé. Ça m'a donné l'idée d'aller un peu plus loin dans ce domaine. Et alors il fait remonter, ou tu fais remonter cette histoire d'humanité. Alors ça commence au début de la vie sur Terre. C'est-à-dire 4, 5 milliards, 10 milliards d'années. La Terre, elle a été créée il y a 4,5 milliards d'années. Le fameux Big Bang. Ah non, c'est après. Alors c'est après. Le Big Bang, c'est 13,7 milliards d'années. D'accord. Donc ensuite, donc il y a eu cette explosion initiale, et ensuite il y a eu la création de la Terre. Donc ça a mis 9 milliards après le Big Bang pour créer. D'accord. Alors, donc restons peut-être sur les 4,5 milliards. On déjà pas mal. On va rester à ce niveau-là, et même un peu plus récemment, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans les tout premiers milliards d'années. D'accord. Et donc l'arrivée de la première espèce vivante est apparue à peu près quand ? Alors il y a eu... Alors là c'est un grand voyage, parce qu'il y a eu des premiers micro-organismes il y a à peu près 700 millions d'années, 700 millions d'années, et plutôt des espèces marines. D'accord. Alors ce qui est relativement intéressant au niveau de ce qui nous intéresse de l'homme, si on peut parler de l'homme, eh bien, ça s'est passé, vraiment ça a commencé à peu près vers 8 milliards d'années. D'accord. Avant notre ère. D'accord. Mais quand tu dis il y a eu des espèces marines, l'eau était présente déjà. Ah oui. L'eau est arrivée sur Terre, et effectivement, il y avait de l'eau, il y avait des micro-organismes se sont créés. Alors ça, c'est une autre question scientifique, ça pourrait faire une autre émission. Pourquoi la vie est apparue ? À partir de quoi ? Donc ça, c'est encore autre chose. Donc il y a eu vraiment des micro-organismes qui sont restés là pendant très 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 longtemps. Et il y a eu sur Terre à peu près, pas à peu près, mais sûrement 5 extinctions massives. Dû à quoi ? Alors, dû à des cataclysmes qu'il y a pu y avoir, des météorites, le climat peut-être. Le climat, oui, tout à fait. Déjà. Et il y a à peu près, on va dire, 13 000 ans, a commencé la 6e extinction massive. Et ça, c'est l'avènement de notre espèce qui a commencé à migrer, donc sapiens, ce qu'on appelle l'homo sapiens. Et là, à partir de là, ça a commencé cette fameuse 6e extinction massive. On y a dû à quoi cette extinction massive il y a 13 000 ans ? Alors bon, là, on va un peu vite. Oui, peut-être, oui. C'est que l'homme, alors pour faire bref, l'homme devait se nourrir il y a 13 000 ans. Et pour se nourrir, bon, il a découvert au fil des temps des outils, le feu, etc. Et il devait s'attaquer à des animaux qui étaient relativement féroces. Il y a eu des grosses bêtes, des mammouths, etc. Dinosaures, tout ça. Alors, dinosaures, c'est bien avant. C'est 65 millions d'années l'extinction des dinosaures. Ce qui n'était pas un mal d'ailleurs, parce que ça a permis l'avènement de tout un tas de mammifères qui n'existaient pas avant. Bien, donc l'homme, pour se nourrir, devait attaquer ces animaux.
Et pour attaquer ces animaux, on n'attaque pas de front un mammouth. À main nue. Ouais, oui. Donc il y avait quand même des petites armes de guerre, des lances, etc. Mais c'est quand même très compliqué. Donc pour s'attaquer à ces animaux-là, il fallait s'attaquer aux petits. Et c'est relativement facile de détruire un petit. Et là, on détruit rapidement, toute la lignée, toute la chaîne. D'accord. Et on peut voir que, par exemple, aujourd'hui, il y a énormément d'animaux, d'espèces d'animaux qui ont disparu. Et l'un des rares endroits, ça doit être au Galapagos, où il y a très peu d'hommes. Là, il y a une faune et une flore phénoménales. Donc, l'homme, par nature, détruit, même pour se nourrir. Hein. Donc, c'est quelque chose, même relativement inévitable. C'est principalement pour se nourrir ou pour survivre. Pour survivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours pour qu'on en arrive là. Et ça, c'est relativement intéressant. Donc, voilà. Roland? Alors, il y a une chose à laquelle je pense, puisque tout cela c'est prouvé scientifiquement. Comment peut-il y avoir encore, dirons-nous, la résurgence du créationnisme? On a de plus en plus des religions qui disent, qui soutiennent mordicus que le monde a été créé en 7 jours, par exemple. Oui, alors ça, c'est effectivement le créationnisme. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Alors justement, j'allais y venir. Hier, il y a une étude qui est passée à la télévision. On a parlé de sondage à la télévision. 16%, je dis bien 16% des jeunes de 16 à 22 ans pensent que la Terre est plate. Et à peu près un peu plus même que les pyramides ont été amenées par des extraterrestres. Oui. Alors, c'est assez intéressant. Bon, alors effectivement, montrer que la Terre n'est pas plate, c'est assez facile. Donc ça, c'est... Alors, il y a des gens qui disent qu'on n'a jamais été sur la Lune non plus. Oui, etc. également. Alors, et ça depuis 69, d'ailleurs. Déjà en 69, ouais. il y avait des... Alors, soi-disant parce que le drapeau ne flotte pas. Ils n'ont pas compris qu'il était rigide. Il était rigide. Donc, par contre, juste pour rebondir là-dessus, alors on peut dire que tout c'est du montage, etc. Alors, par contre, il était ramené de la Lune des roches qui n'existent pas sur Terre. À peu près une trentaine de kilos de roches qui ont été distribuées à différents scientifiques au travers le monde. Et ces roches ne peuvent venir que de la Lune. C'est pas possible que ça... Bon, ça, c'est une preuve que l'on peut apporter. Bon, alors, pour revenir au créationnisme, alors effectivement, il y a plein de faits scientifiques qui prouvent que c'est pas vrai. Entre autres, pour regarder les fossiles, l'étude des fossiles, ça prouve que la Terre n'a pas... c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Hein. La Bible, faut pas... c'est une allégorie, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais il y a même peut-être des faits historiques, par exemple, dans plusieurs religions très différentes les unes des autres, on fait allusion au déluge. Il y a donc dû avoir à un moment, effectivement, une abondance de pluie, dirais-je, pour que, aussi bien, je crois, chez les Sumériens que chez les judéo-chrétiens, on en parle. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cycles au niveau de la Terre, du climat, il y a un ensemble de successions de périodes glaciaires et d'interglaciaires, c'est-à-dire de réchauffement, et on passe alors c'est des périodes qui, en gros, sur une vingtaine de milliers d'années, pour passer d'une période à l'autre. Et ça, c'est cyclique. Et ça, c'est lié au fait que la Terre est inclinée à 23 degrés 4 par rapport à son axe, et que ça bouge un petit peu, mais pas beaucoup, vraiment très peu. Et ça suffit à faire une période de glaciation ou de réchauffement intense. Alors, sans faire justement un parallèle avec ce qui se passe en ce moment et ce que dit le GIEC, on disait c'est l'activité humaine, l'industrialisation, etc., qui provoque ce réchauffement. Est-ce que justement ce que tu viens de laisser entendre, que en fin de compte c'est des cycles, pas sur quelques dizaines d'années, mais sur quelques dizaines de milliers d'années, oui. Est-ce que ça ne met pas, je fais exprès de poser la question, ça ne met pas en doute le fait que l'activité humaine serait la seule responsable du réchauffement? Voilà, alors ça, c'est ce que racontait un scientifique célèbre qui était ministre, M. Allègre, qui disait à peu près ça. Alors, Allègre aussi, un bref aparté, c'est à cause de lui que la ville de Basse-Terre, en Guadeloupe, s'est trouvée ruinée, parce qu'il a obligé toutes les populations à partir en disant que
la basse terre, enfin la soufrière, pardon, allait péter, alors que Arun Taziev avait dit non, c'est faux. D'ailleurs, il était parti faire autre chose, Arun Taziev. Voilà, donc. Et Allègre, oui, effectivement, c'est un grand scientifique. Oui, il a fait des choses, par ailleurs, il a fait des choses... Non, mais très beaucoup bien. d'âneries, quoi. Il a fait aussi des âneries, bon. Donc, la question, c'était... La question, est-ce que justement, Oui, le alors, voilà, réchauffement d'accord. par l'activité humaine du XXe et du XXIe siècle peut-être Attends. accélérer le processus, mais de toute façon, il y a des cycles. Et donc, Voilà. est-ce que c'est pas contradictoire? Alors, c'est pas contradictoire. Alors, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que là, on se réchauffe par le fait qu'on va vers une période... Alors, indépendamment de ça, alors, c'est pas du tout les mêmes échelles. Là, le réchauffement dû à cette période de la Terre sur une vingtaine de milliers d'années, c'est pas visible à l'échelle à l'échelle d'une vie humaine. Alors que le réchauffement dû à l'activité humaine, on le voit même sur quelques années. Donc c'est pas du tout les mêmes échelles. Mais alors, les eaux montent. Par exemple, simplement, si on se réfère par exemple à la grotte Costière qui est du côté de Marseille, aujourd'hui elle est sous l'eau. C'est une grotte préhistorique complètement sous l'eau. C'est un plongeur qui l'a trouvé, M. Costière, qui est toujours vivant. Et à l'époque des hommes préhistoriques, on y allait à pied. Ils ne plongeaient pas pour y aller. Donc il n'y avait pas d'eau à cet endroit-là. Donc il y a eu la mer est montée, la quoi. mer a monté. Et au niveau de... Pour revenir vraiment au sujet du jour, eh bien, il y a eu des migrations. Bon, des grandes... L'homme est né en Afrique, on va dire en Afrique de l'Est. Et il y a eu un certain nombre d'espèces humaines. Et même en 100 000 ans, à peu près, il y a à peu près 6 espèces différentes qui ont cohabité. Alors, quand je dis qu'il y a eu des espèces humaines, ce n'est pas les unes qui ont... Une espèce a engendré l'autre. Il y a pu avoir Cro-Magnon et Néandertal en même temps, par exemple Enfin, je schématise. Alors, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas du tout les mêmes périodes. Cro-Magnon, c'est récent. Oui. Alors, dans un certain sens. Par exemple, Homo sapiens, notre espèce, et Néandertal ont cohabité au moins 100 000 ans. Et il faut savoir que Néandertal a vécu au moins déjà plus de 100 000 ans que Homo sapiens. Donc, Néandertal a disparu. Mais les premiers hommes sont nés en Afrique de l'Est. Alors, les premiers hommes... Alors, l'histoire dit que on pensait que c'était l'Afrique de l'Est. Mais récemment, au Maroc, on a trouvé des fossiles humains qui permettraient de dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Justement, sur cette question de datation, tu peux expliquer, avec le carbone, je ne sais pas, comment on arrive aujourd'hui à dire il y a 100 000 ans, etc., en étant assez précis. Comment concrètement c'est possible? Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont basées, la plupart du temps, sont des méthodes radioactives. C'est-à-dire que quand on est vivant, on ingurgite tout un tas d'éléments radioactifs. Donc, on est nous-mêmes radioactifs, il faut le savoir. On émet des radiations. Et à partir du moment où une personne est décédée, eh bien son taux de radioactivité va décroître. Et si on arrive à mesurer cette décroissance, ce qui reste de radioactivité, alors il y a plein de méthodes. La plus connue, c'est le carbone 14. On regarde ce qui reste de carbone 14, qui est un isotope radioactif, eh bien on peut dater. Alors on ne peut pas dater avec le carbone 14 extrêmement loin, c'est à peu près une cinquantaine de milliers d'années, mais il y a d'autres méthodes. On peut dater avec de l'uranium, on peut trouver d'autres isotopes qui permettent de dater. Et c'est très fiable. Ah oui, c'est assez précis. C'est assez précis. Alors bon, il y a ces méthodes essentiellement. Alors revenons donc l'Afrique de l'Est, le Maroc, on est toujours en Afrique. Alors, l'immigration. Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, il y a une anecdote, c'est Yves Coppens qui est... Avec Lucie. Alors oui, avec Lucie, qui a découvert Lucie, qui est décédée il n'y a pas très peu de temps. Il avait imaginé une théorie, alors c'était une parodie de West Side Story, il appelait ça East Side Story. C'est-à-dire, bon,
l'histoire du côté de l'Est, sachant que du côté de l'Éthiopie, quand on regarde la carte, il y a un grand rift. Donc c'est un canyon énorme, et selon qu'on est à l'Est ou à l'Ouest, c'est le désert ou la forêt luxuriante. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut voir, c'est que l'espèce humaine, on va dire, pour évoluer, il faut qu'elle soit contrainte quand même. À partir du moment où il y a de la forêt luxuriante, quand au départ il y a un singe, parce qu'au départ ce sont des singes quadrupèdes, il n'y a qu'une raison de devenir bipède. Hein, on grimpe aux arbres, bon, ils sautent. Bon. À partir du moment où il y a une contrainte terrible qui est du fait qu'il n'y a plus d'arbres, on est dans le désert, eh bien, c'est Darwin, c'est-à-dire que c'est vraiment l'évolution. C'est l'évolution, c'est-à-dire que c'est les individus les plus qui auront certains gènes bien adaptés, qui vont survivre. Et uniquement cela. Et à force de se reproduire, ça va faire des gens plus solides, plus évolués. On va aller vers la bipédie. Parce que l'idée, c'est qu'il y a 8 millions d'années où ça a commencé, on va dire qu'on est passé de singes quadrupèdes qui ne se tenaient pas debout. Et là, il va y avoir 2 branches. Et c'est là où c'est intéressant. D'un côté, les orang-outans. De l'autre côté, ce qu'on appelle les hominidés. Ce sont donc les chimpanzés, les gorilles, les singes, mais pas les orang-outans. Et les hommes. Ça, c'est la même espèce. Et de là, à partir de 8 millions d'années, il va y avoir... L'idée, c'est pour avoir l'espèce humaine, c'est de passer de l'état quadrupède à l'état bipède. Alors, il y a tout un tas de phases transitoires. À un moment donné, ça va être à la fois les deux, quoi, hein. Donc il y aura une petite tendance à la bipédie en étant toujours... Par exemple, c'est le cas de Lucie, l'Australopithèque. Donc c'est toujours l'Afrique de l'Est. Oui, c'est l'Afrique. D'aujourd'hui, parce que avant l'Afrique peut-être était rattachée avec tout ce qui s'est passé. Il y a fort longtemps. Là, c'est encore plus vieux, ça. Beaucoup plus vieux. Alors, ce qui se passe, alors effectivement, Lucie, ça a été découvert en Éthiopie par Yves Coppens, qui est une australopithèque qui devait mesurer 1m30. Bon, elle avait une petite tendance à la bipédie. Mais aussi dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, je saute un petit peu du coq à l'âne, il y a ce qui s'appelle le dilemme obstétrique. Alors ça, c'est assez rigolo, c'est que l'être humain, nous, quand on n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'animaux, quand ils naissent, ils savent marcher, ils savent courir. Oui, il faut plus de temps, on va dire. Il faut plus de temps. Et ça, c'est lié au fait que pour que l'être humain soit bipède et qu'il ait une démarche normale, pour pas qu'elle soit chaloupée, il faut que le bassin soit étroit. Et pour que le bassin soit étroit, eh bien, c'est en contradiction avec l'accouchement. C'est-à-dire qu'on a du mal à passer. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas être aussi évolué qu'on devrait l'être. Donc, l'évolution se termine après. Donc, la bipédie impose d'avoir quand même un bassin étroit. Si on regarde les gorilles, ils sont chaloupés quand ils marchent. Donc, ils ont des marches beaucoup plus larges. Par contre, ils ont beaucoup de mal à courir. Donc, aux 100 mètres, ils ne tiendront pas la route. Mais une question, parce que quand on est en Afrique, en général, on a la couleur de peau plutôt noire. Oui. Or, oui. Hein, comment on est arrivé à la couleurs, blancheur ou Oui. Bon, les Asiatiques on dit qu'ils sont jaunes. Bon, c'est pas vraiment jaune. Oui. Bon, les Indiens, on dit que... Qu'est-ce qui a fait ça? C'est essentiellement le climat. Le climat, pendant des dizaines de milliers d'années, le climat. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'être humain, à peu près, vers une vingtaine de milliers d'années, l'homme, au départ, c'était un chasseur-cueilleur. Donc, il se nourrissait de graines, c'était un nomade. Donc, c'était des groupes d'individus qui étaient assez restreints. Il n'y avait pas des grosses mégalopoles, etc. Il y avait quelques individus, des dizaines, etc. D'individus, pas plus. Et à un moment donné, ce qui s'est passé dans l'évolution, il y a eu tout un tas pour trouver de quoi se nourrir, c'était en fonction des saisons, etc. Donc c'était plus ou moins compliqué, ils se déplaçaient. Donc ils étaient relativement nomades. Donc il y a eu tout un tas de migrations
qui ont été au travers partir. Alors, comme le niveau des mers était beaucoup plus bas, bon, on y allait, hein, c'était vers l'Europe. On retrouve des Néandertaliens dans à peu près toute l'Europe, des sapiens qui sont partis Iran, Turquie, dans ces zones-là. Alors, c'est là où c'est relativement intéressant parce que c'est là où ça va complètement évoluer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont dans ce croissant vert, hein, qu'on dit le fameux ce croissant vert qui est l'Iran et la Turquie, eh bien, ils se sont aperçus, certains individus se sont aperçus qu'en allant, il y avait des graines. Et c'était du blé. Ils ont ramassé ces graines, et puis ils ont ramené ça dans l'endroit où ils vivaient. Et puis ils se sont aperçus que ça poussait. Et là, le début de la sédentarisation a commencé, parce que qui dit culture dit agriculture, ben, on ne peut plus se déplacer. Et de l'eau. Et de l'eau, là, de l'eau, il y en avait, oui. Les fleuves. Voilà. Bon, et de l'eau, bon. Et là, à partir du moment où on fait de l'agriculture, on n'est plus nomade. Alors qu'avant, c'est là qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, ils étaient nomades, donc ils avaient une culture de l'environnement qui était phénoménale, ils en savaient beaucoup plus que nous, hein, sur la nature, ils connaissaient tout, mais ils étaient donc assez secs, ils avaient très peu d'enfants, parce que bon, c'est compliqué, il faut les nourrir. Bon. Mais ils se nourrissaient, ils se débrouillaient bien. À partir du moment où la sédentarité a commencé à arriver, eh bien, ça a posé d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se déplacer, on est sensible aux aléas climatiques et à tout ce qu'on connaît. Hein. Il peut y avoir des feux, ce genre de choses. Donc, éventuellement, cette histoire de sédentarisation ou de nomade, est-ce que aussi c'est un peu lié à l'espérance de vie? Ceux qui sont sédentarisés, est-ce qu'ils vivent plus vieux que ceux qui, en fin de compte, doivent survivre et sont toujours un avenir incertain? Ouais, alors alors effectivement, la sédentarisation va permettre une certaine évolution. Donc ça, c'est le piège du luxe, ça s'appelle. C'est assez amusant comme expression. C'était à partir de ce moment-là, ils ont commencé à avoir plus d'enfants. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à construire des huttes, ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, bon, les échanges ont commencé à se faire. Alors, au début, c'est du troc. J'échange une paire de chaussures contre une paire de lunettes. Je fais exprès de prendre des choses qui n'existaient pas. Donc, bon, ça va quand c'est pas trop gros, mais quand ça commence à devenir à l'échelle d'une ville, ça commence à devenir compliqué le troc, hein, parce qu'il y a autant d'unités de troc que d'objets, donc ça devient extrêmement compliqué. Et l'égalité même pas entre les hommes et les femmes, mais sur le niveau matériel, c'est là que ça a commencé, des gens un peu plus nantis que d'autres. Oui. Hein. Alors donc justement, si on regarde, on essaye de poursuivre un peu cette histoire. Effectivement, à partir du moment où les gens ont commencé à étaient regroupés, donc ça a commencé des petits villages, ça a fait des bourgs un peu plus grands. Bon, il y a une certaine hiérarchie qui a commencé à s'imposer. Donc là, effectivement, il y a des gens qui étaient... il fallait un chef. Ouais. Donc, et ainsi de suite, ça commence à grossir. Les plus gros villages qu'à l'époque, je crois que c'était à peu près 10 000 habitants, il y a, je sais pas, 9 000 ans, à peu près 10, avant notre ère. Ça doit être Jéricho, un peu comme Vissou aujourd'hui. Ouais, Jéricho. On peut citer ça comme exemple. C'était des gros villages. Alors, ça commençait à grossir, comme ça, effectivement. Et plus ça a grossi, et plus il fallait trouver des monnaies pour échanger, enfin créer une monnaie. Donc déjà créer une monnaie. Alors déjà, avant de créer une monnaie, il y a un gros problème, c'est comptabiliser ce que l'on avait. Par exemple, le grain. Donc les Mésopotamiens, les Sumériens, bon, ils ont commencé à inventer un système d'écriture terrible pour simplement, à des fins comptables. Pour répartir éventuellement. Ben oui, savoir qu'est-ce qu'on a comme... comment on fait pour dire, voilà, ça, on a telle quantité de grains, comment on fait pour le négocier. Donc, j'ai combien de tonnes de grains. Donc la tonne n'existait pas, évidemment, à cette époque-là. Mais comment
on quantifie tout En ça. fonction des saisons, je suppose aussi. Enfin, tout Ah ça, oui. ouais. Donc, il a fallu une manière forcée. C'était pas uniquement culturel, mais trouver. L'écriture est arrivée à cause de ça. Donc, il fallait des moyens justement pour compter, Mais alors justement, la question qui peut se poser entre les animaux et l'humain, c'est qu'il fallait quand même avoir un cerveau pour réfléchir, pour éventuellement... Pourquoi à ce moment-là les animaux sont restés des animaux et l'homme, le cerveau, comment il a évolué? Parce que au tout départ, l'homme, les premiers hommes, avaient certainement un cerveau aussi. Oui. Ce que n'avaient peut-être pas, ou d'une manière plus modeste, les animaux. Donc c'est là aussi que la différence a dû se faire. Alors, effectivement, oui. Alors, la taille du cerveau est importante. Alors, on se pose toujours les questions de savoir pourquoi, par exemple, Néandertal a disparu, alors qu'il était implanté dans toute l'Europe, même dans le Nord, d'une manière beaucoup plus large, au profit de Sapiens, d'Homo sapiens. Alors, il y a des gens qui disent que, enfin, quand j'ai dit des gens, des scientifiques, qui pensent que au niveau du cerveau, donc, il y avait une aptitude un peu plus évoluée chez Homo sapiens. Et entre autres, cette aptitude, ils pensent que c'est l'aptitude à communiquer. C'est-à-dire que c'était assez compliqué chez les groupes qui avaient tous les hommes qui avaient depuis la nuit des temps. Il restait à des groupes de quelques individus. C'était extrêmement rare d'avoir des groupes beaucoup plus évolués. Donc, avoir un groupe beaucoup plus évolué, ça signifie qu'on est capable de communiquer. Et Sapiens, lui, a su communiquer. Donc, on suppose que c'est ce don de la communication qui fait disparaître là. Fait disparaître. Donc, ils ont su, entre groupes, peut-être... C'est peut-être du génocide, carrément, qu'il y a eu. On ne sait pas. Ils ont su communiquer, faire des stratégies de combat ou ce genre de choses pour anéantir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'également qu'il y a eu quand même Néandertal et Sapiens ont cohabité. Alors, ils ont cohabité dans les mêmes régions au moins 10 000 ans. Alors, plus ailleurs, mais au moins 10 000 ans. Ce qui fait que si on fait une étude de notre ADN, on a quelques pourcents, entre 2 et 4% de Néandertaliens. Mais est-ce qu'il y a eu éventuellement des fusions, enfin des métissages, ou est-ce que c'était vraiment incompatible leur... Voilà, c'est 2 à 4% de métissage. Quand même. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est aussi, quand on regarde l'histoire des hommes, quelque chose qui est assez surprenant, et on n'a pas les réponses. Il y a eu plein d'espèces humaines. Et entre autres, il a été découvert du côté de la Sibérie, l'homme de Denisova. Bon, c'est une espèce qui n'a pas duré très très longtemps, dans une grotte ça, c'est le même continent quand même, plus ou moins. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que il y a eu des fragments d'eau qui ont été retrouvés, on peut faire des analyses ADN là-dessus, et on a retrouvé dans ces débris qui ont été trouvés d'os, des gènes communs avec les papous de Nouvelle-Guinée. Alors que c'est absolument... Et d'une manière assez importante. Il y a à peu près 10-14% de... Et là, les continents étaient déjà séparés. Ah oui, c'est vraiment... Donc on peut dire que c'est un problème d'immigration, là. Il y a peut-être eu... on ne comprend pas. Parce que les distances sont phénoménales. Les distances sont phénoménales, mais bon, sur 10 000 ans... il se balade. Mais il y a à peu près plus de 10% de patrimoine génétique commun. Donc c'est vraiment étonnant. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Et, alors, et la vie, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. A priori, je crois que c'est plutôt l'Asie. À l'origine, c'était des Asiatiques qui sont arrivés en Amérique, je crois, d'après certaines théories. Oui. Alors, il y a eu effectivement un peu peuplement. L'Amérique, c'est venu après, effectivement. Donc, il y a eu l'Europe, l'Asie. Et l'Asie touchait peut-être au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Bering. C'est peut-être là le passage. Oui, c'était à sec. C'était à sec. Donc, à l'époque, c'était à sec. Ah oui, ils ont pu passer là. Puis les continents ensuite se sont... Voilà. La mer, les océans sont montés. Donc, mais ça, c'était il y a 20 000 ans. C'est vrai que la question de Roland sur les croyances, qui sont tout à fait respectables, évidemment, cette histoire de l'humanité scientifique est prouvée.
met un peu à mal les croyances religieuses. Voilà, alors ça met un peu à mal les croyances religieuses, mais bon, faut pas... Le problème, c'est ça, c'est les gens qui prennent au pied de la lettre ce qui est écrit dans les textes. On peut être croyant, bon, sachant que... Tout en reconnaissant les... tout à fait. Donc, je pense que c'était Jean-Paul II, bon, il admettait que le mouvement a existé 13,7 milliards d'années. Donc, il y a une question qui peut se poser aussi, c'est à quel moment les hommes ont eu besoin, c'est pas péjoratif ma question, besoin de croyances. Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est pas la peur des éléments, éclipses, tempêtes Alors en fin de compte, au départ, on suppose que c'est de la superstition. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en passant par là, et si je déposais mes lunettes là, il n'allait pas pleuvoir. Donc en gros, c'est un caillou posé là, c'est un arbre quand je l'ai caressé. Donc c'était des superstitions de ce type-là. Et de superstition en superstition, on en est arrivé au multi-déisme. Et là, on croyait à des dieux multiples. D'ailleurs, c'était pas plus mal, parce que quand on voit tous les dieux grecs ou romains, il n'y avait pas de guerre de religion. Ils avaient chacun leur spécialité. Chacun avait sa spécialité, chacun respectait l'autre, et les embêtements commençaient à arriver quand on est devenu monothéiste. Et ils vivaient, entre guillemets, dans la mythologie, très bourgeoisement. Oui. Il y avait le cocufiage, des choses comme ça, par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, le gros problème, bon, je saute de coq à l'âne, le gros problème de Jésus, quand il a été sur le temple, en tant que prédicateur, c'est quand il a dit « Romain, je suis fils de Dieu ». Ça n'a absolument pas plu, parce que là, pour eux, c'était impossible. C'était impossible, vu qu'on était dans une structure multidéiste. Mais le polythéisme existe encore en Inde, par exemple. Il y a Vishnu, il y a Ganesh, enfin, etc. Voilà, il y a tout un tas, effectivement, de civilisations. Alors, en dehors de la superstition, est-ce que le fait de la mort, qui a dû être... qui était beaucoup plus jeune d'ailleurs, l'espérance de vie était beaucoup plus faible, donc ça veut dire que la peur de la mort peut-être aussi a joué dans cette affaire de dire est-ce qu'il n'y a pas une vie après? Mais ça devait représenter un grand mystère aussi pour ces gens-là, la mort. Ouais, sans doute, oui. Sans doute, oui. Alors, on a tendance aussi à croire que c'était... Il y a une très mauvaise représentation des hommes préhistoriques, des Néandertaliens. On voit des brutes épaisses, chevelues, hirsutes. Et les scientifiques récents du type Pascal Pic, même Coppens, etc., ont tendance ont remis en cause tout ça en disant que c'était pas du tout ça, quoi. Par exemple, Pascal Pic a écrit un bouquin qui s'appelle Madame Néandertal, qui revient aujourd'hui, regardez comment on vit, nous. Et elle était beaucoup plus évoluée que nous, quoi, au niveau de l'esprit, au niveau de... Ils avaient des bijoux, donc ils n'étaient pas complètement hirsutes, ils savaient s'apprêter, ils savaient... Ne serait-ce que les grottes de Chauvet, Lascaux et autres, ça prouve quand même qu'ils avaient déjà un sens, entre guillemets, bon, est-ce que c'était religieux ou pas, mais au moins artistique. Ah oui, mais alors ça c'est quand même assez récent, ce sont des sapiens, des Cro-Magnons, ce genre de choses, ce sont des sapiens, mais par contre beaucoup plus... oui, ils avaient un sens artistique, ils étaient vraiment très doués, et même chez les Néandertaliens, ils ont trouvé des colliers d'os, ce genre de choses, au niveau des... Et par rapport à la situation de l'égalité homme-femme dont on parle beaucoup, est-ce qu'à l'époque ce problème se posait? Est-ce que l'homme et la femme peut-être n'avaient pas forcément le même rôle, mais est-ce qu'il n'y avait pas cette inégalité qui existe encore aujourd'hui, même si elle a diminué ces derniers temps? Est-ce qu'il y avait déjà... L'homme était supérieur à la femme pratiquement dès le départ? Ça, on ne peut pas le savoir. On peut pas. Je ne pense pas qu'on puisse le savoir, mais je pense que les rôles étaient effectivement simplement au niveau de la force. L'homme allait plutôt chasser. Alors au départ, je ne pense pas qu'il y ait une différence, parce que il ne chassait pas au début. Tout au début, il ne chassait pas. À part peut-être des petits machins, là, peut-être des souris ou ce genre de choses. Il cueillait, c'était des... il cherchait des graines, des baies, ce genre de choses. Et là, la femme, quand même.
Voilà. Et ça, la femme avait le même rôle que l'homme. À partir du moment où la force est devenue un enjeu, c'est-à-dire aller à la chasse, mais vraiment, c'était plutôt l'homme. Il fallait se battre, c'était plutôt l'homme. Et là, bon, après, quand l'homme s'est rendu compte qu'il y avait un rapport de force, oui. Et puis, il y avait aussi à s'occuper des enfants quand même. Bon, bien Ils sûr. n'en avaient pas beaucoup. Non, mais Oui, il fallait s'en occuper quand oui, même. pour les femmes. Oui, oui. Puis déjà, les Il n'y avait pas allaiter. beaucoup, il n'y avait pas la pilule. Non. Voilà, Donc, Mais par contre, il y avait une mortalité infantile. Oui, De toute façon, même jusqu'au XVIIIe siècle, beaucoup d'enfants, je crois qu'il y avait une majorité qui n'arrivait pas à 6 ou 7 ans. oui, oui, oui. C'est pas si vieux que ça, hein, il y a 2-3 siècles. Alors, ils étaient pas... ils étaient quand même assez évolués. Je crois que chez les Néandertaliens, on a retrouvé, au niveau des ossements, on a retrouvé ce qu'on appelle aujourd'hui de l'aspirine. Ah oui. Ouais. Et donc, ils avaient une connaissance du végétal tellement bonne, parce que ça, c'est tiré de l'écorce d'un arbre. Hein. Donc, ils avaient une connaissance des arbres, de la faune, de la flore, bien meilleure que nous. Hein. Mais je crois qu'on a vu, enfin je ne sais pas pour laquelle de ces catégories, mais des traces de trépanation qui font penser qu'il y a eu des opérations chirurgicales. Alors, je ne sais pas avec quelle réussite. Hein. Ça c'est autre chose, mais au moins il y a eu des tentatives. Et probablement pour les jambes cassées ou autres, il devait y avoir aussi des... On sait même que, ce qui est même surprenant, oui, alors bien plus tard, par exemple, les Romains, ils tentaient des opérations de la cataracte. Donc, je ne sais pas ce qu'ils mettaient comme cristallin à la place, mais bon, des bouts de verre. Mais il y avait effectivement, on avait des ancêtres très évolués. Eh ben, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que ça fera l'objet peut-être la suite d'une autre émission. Alors, une émission moi, qui m'intéresserait, si c'est faisable, bien sûr, c'est sur l'histoire de l'écriture, parce que ça me paraît passionnant. Les écritures tellement différentes, bon, c'est les écritures asiatiques par rapport à l'écriture européenne, par rapport à celle qu'avaient les Sumériens ou autres. Oui. Il y a de telles différences. Est-ce qu'on peut faire un jour une émission sur ce sujet? Oui, il y a des choses, effectivement... Les temps littéraires. Voilà, donc en fin de compte, ce n'est pas 17 émissions qui... Non, il y en a... Il y en aura au moins 18 en tout cas. Disons que ici, sur la suite, en 2 minutes, ce qui est intéressant de voir, c'est comment notre société, enfin ces sociétés-là, qui étaient très primitives, on en arrive au capitalisme. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et quand tu fais remonter le capitalisme, je suppose que c'est pas au 19e siècle, c'est avant même. Non, même aujourd'hui. D'accord. Ah oui, d'accord, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. Savoir que la monnaie, comment est arrivée la monnaie? La monnaie est basée sur la confiance. Hein, parce que si je te donne un bout de papier, je te dis que c'est un billet de 50 €, bon... ce qui est entre nous, c'est de la confiance. Il faut le croire. C'est comme ça que les assignats, d'ailleurs, ont perdu toute valeur. Voilà, donc tout le système bancaire fonctionne sur la confiance. Alors, je peux donner un exemple si on a 2 minutes. Par exemple, je suis entrepreneur, tu veux construire une maison, je suis entrepreneur, peu importe les unités, j'ai 1 million. Je l'ai mis à la banque. Donc à la banque, il y a 1 million. Donc, ici, tu veux construire une maison, mais tu n'as pas l'argent. Donc, tu vas avoir la banque. Donc, tu lui demandes un prêt d'1 million. On te donne 1 million. Donc, tu viens me voir, le million, tu me le donnes pour que je construise ta maison. Moi, qu'est-ce que je fais de ton million? Je le mets à la banque. Donc, à la banque, il y a 2 millions. Mais en vrai, en argent sonnant et trébuchant, il n'y a qu'1 million. Tout à fait. Et virtuellement, il y en a 2. Bon, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, tu dis, j'aimerais faire des extensions, mais j'ai pas l'argent, je vais voir la banque, elle me prête 1 million. Tu viens me voir, tu me les donnes. Moi, je prends le million, je le mets à la banque. Donc, il y a 3 millions à la banque. Mais en vrai, il n'y en a qu'un. Ouais. Et ça provoque des intérêts. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Il n'y en a qu'un. Ça, aux États-Unis, on peut le faire 10 fois. Pour $1, on peut le faire 10 fois. Je crois qu'en Europe, l'Union européenne, on peut faire beaucoup plus même. Donc, ça permet des investissements. Non, mais surtout que... C'est basé, ce que je veux dire, c'est complètement basé sur la confiance. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'existe pas. Du virtuel, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu des choses comme il y a eu en Grèce, qu'on a pu voir récemment, hein, quand c'était vraiment en faillite. Si tout le monde va chercher son argent à la banque, ça ne tient pas.
Il n'y a pas d'argent. Mais c'est vrai un peu partout. Remarque. Ah, c'est vrai partout. Il y a eu des bitcoins aussi. Voilà, non, ça c'est pas basé sur une économie, hein, ce type d'argent. Donc ça, au moins bon. Et là, ce qui est étonnant, c'est que tout fonctionne sur la confiance. Et s'il n'y a plus de confiance, ça marche plus, quoi. Il peut plus y avoir de système bancaire. Et ça, c'est C'est le intéressant. système de confiance parce que c'est le capitalisme, mais il y en a qui effectivement s'en tirent beaucoup mieux que d'autres. Oui, bien sûr. Donc là, la confiance, elle ouais, peut être après, mise en cause. Après, Ouais. il y en a qui s'en tirent effectivement beaucoup mieux que d'autres. Il y en a qui trichent, il y en a qui font... Effectivement, après... Donc voilà, entre les premiers hommes et le capitalisme, il y a une évolution qui va en Mais grandissant. on Donc y avait on déjà passe- pensé, quoi. C'est ça que tu veux dire, quelque part. Oui, mais ça se construit. C'est-à-dire qu'on est Oui. passé de tout à l'heure, on parlait du village, on a parlé du bourg, on parle de la ville qui est un peu plus grande, etc. On arrive même aux empires. Et à chaque fois qu'il y a des choses qui commencent à grossir, on s'aperçoit que ça disparaît. Hmm. C'était vrai que pour les animaux. Plus ils étaient grands et plus ils ont disparu. Et c'est vrai même pour tous les empires disparaissent. Hein. Donc c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y C'est a des cycles. l'histoire de l'humanité. Il y a un cycle. On voit que l'Empire français, qui était alors, pire l'Empire anglais, qui était, ça s'est complètement effondré. Le français également. Chaque fois qu'il y a des empires, ça grossit, puis ça explose. Mais c'est remplacé par d'autres. Et c'est remplacé par d'autres structures qui vont grossir à nouveau et qui vont exploser. Et puis il y aura plus rien. Par contre, la durée de vie diminue. Par rapport à ce qui s'est passé au début, c'est Ouais, sûr. ça va plus Hein, vite maintenant, ouais, parce qu'avec ouais. tous les moyens de communication, ce genre de choses, ça va beaucoup plus vite, c'est sûr. Ben, écoute, encore merci, parce que c'est passionnant. On va mettre un terme provisoire, parce qu'on pourrait encore en parler pendant au moins On peut 1 ou parler 2 heures. longtemps, oui. Et donc, on te donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de toutes les histoires hyper passionnantes que tu racontes. Et on donne rendez-vous, donc, Roland. Ah bah bien évidemment, je serai là aussi. Voilà. À très bientôt. Et Allez, encore à merci. bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Téléchargez l'application sur votre mobile.